Elle avait mis en garde les Britanniques en disant si jamais, c'est comme pour le Danemark, pour la Suède, pardon, si jamais les Britanniques votent en faveur du Brexit, il y aura des troubles sur les marchés financiers dans les semaines qui suivront, et il y aura vraiment un très très grave problème pour l'économie britannique. On nous avait expliqué d'ailleurs qu'il y aurait à peu près 300 000 cadres de la City londonienne qui, effarés par une telle épouvante, traverseraient le Channel, comme ça, fuiraient en se pinçant le nez pour arriver en France. Monsieur Macron, ministre de l'économie, avait dit d'ailleurs qu'il mettrait le tapis rouge pour accueillir tous ces cadres éplorés de la City londonienne. 300 000, on nous avait dit. Il y avait même eu des pages entières dans les journaux français, notamment en région Picardie, qui disaient « Welcome in France », etc., etc. Bon, en juillet 2018, vous avez eu une enquête qui a été faite par le Financial Times, qui est allée à la City londonienne, qui est the place to be, hein, l'endroit qui est typique, c'est l'endroit qui a voté le plus majoritairement contre le Brexit. C'est évidemment les grandes banques et les marchés financiers. Et le Financial Times qui est allé voir les banques les unes après les autres pour leur demander quels étaient leurs projets de délocalisation. Et retrouver je pourrais vous tenir, on avait fait un article dessus sur UPR, vous le retrouverez assez facilement, avec les références à l'article, etc. En fait, de 300 000 cadres fuyant la City, ils en étaient arrivés au fait qu'il y aurait peut-être 2 à 3 000 personnes qui quitteraient la City. C'est-à-dire un rapport qui irait à l'étranger, un rapport de 100 fois moindre. Voilà, 100 fois moindre. Donc, si vous voulez, moi, ce que je vois pour l'instant, c'est que le taux de chômage au Royaume-Uni ne cesse de baisser. Il a atteint 3,9%. C'est le plus faible taux de chômage depuis 40 ans. Depuis les 2 ans et demi, depuis le référendum. Alors certains diront, je connais la réponse, il y a des gens qui disent oui, mais elle n'est pas encore sortie. D'accord ? Enfin, ce n'est pas à vous que je vais expliquer que les grandes entreprises, notamment les secteurs financiers, ils anticipent. Ils prennent leurs décisions. Vous savez aussi que la Royal Bank of England a eu l'intelligence de laisser se déprécier la monnaie anglaise d'environ 10%. Donc la livre britannique a perdu 10% dans les jours et les semaines suivant le référendum, mais pas près depuis, elle s'est maintenue à peu près stable. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que les produits britanniques à l'exportation ont été dépréciés de 10%, que les produits à l'importation ont augmenté de 10%. Et donc le résultat mécanique, ça a été 2 choses. La première, c'est une spectaculaire amélioration des soldes extérieurs commerciaux du Royaume-Uni, dont la France sait quelque chose. Je rappelle qu'en 2016, nous avions un excédent. C'est un des rares pays du monde avec lesquels la France a un excédent commercial. La France avait un excédent commercial en 2016 de 13,7 milliards d'euros. Et en 2018, donc 2 ans après, cet excédent a fondu comme neige au soleil. Il n'était plus que de 4 milliards d'euros. Donc ça, c'est le premier effet. Ça a été rétablissement des comptes extérieurs du Royaume-Uni. Et le deuxième effet, ça a été les investissements internationaux. C'est-à-dire que vous avez, contrairement à ce qui avait été annoncé, on nous avait expliqué que les entreprises fuiraient le Royaume-Uni. C'est pas vrai. Les entreprises internationales qui n'ont pas d'état d'âme, elles se rendent compte que la main-d'œuvre britannique est une main-d'œuvre tout à fait compétente et qui vaut 10% moins cher. Et en plus, à côté de Londres, qui reste l'un des principaux hubs, comme on dit, aussi bien en matière financière qu'en matière internationale, qu'en matière aéroportuelle, etc. Et donc le résultat des courses, c'est que vous avez eu Google qui a créé son nouveau siège européen au Royaume-Uni, Boeing qui vient à la fin de l'an dernier d'ouvrir une nouvelle usine au Royaume-Uni. C'est bon, ça va. Honda a dit qu'ils fermaient leur usine. Je crois que c'est Honda qui fermait leur usine au Royaume-Uni. Alors j'ai vu aussitôt dans la presse française, à cause du Brexit, Honda ferme son usine au Royaume-Uni. Sauf que la presse française, elle n'a pas précisé que Ford ferme son usine à Blanquefort et que c'est pas le Brexit. C'est simplement que le marché de l'automobile en Europe est très mauvais et qu'il y a des coupes sombres également en Allemagne. Donc c'est encore une fois une fake news. Ce que je vois aussi, c'est que il y a eu, à partir du moment où un pays exporte plus et importe moins, il crée de l'emploi chez lui. C'est ça qui s'est passé. Et ici, ajouter un nouveau phénomène, c'est que comme le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, la directive travailleurs détachés ne s'applique plus. Ça veut dire que la pression migratoire, notamment des travailleurs venus des pays de l'Est, les Polonais, les Roumains qui pouvaient être employés au Royaume-Uni, eh bien, s'est effondrée. Et donc, du coup, il y a de la tension sur le marché du travail, et les salaires au Royaume-Uni en 2018 ont augmenté de 3,6%. C'est-à-dire plus 1,9% après déflation. On n'a jamais vu une augmentation du niveau de vie
travailleurs aussi importante qu'au cours de l'année 2018, depuis 40 ans au Royaume-Uni. Donc tout ceci, si vous voulez, avec un taux de chômage de 3,9, quand nous on est aux alentours de 9, sans compter tous les stages parking, les petits boulots, etc., on n'a quand même pas vraiment de leçons à donner au Royaume-Uni. Bonjour Monsieur Asselineau. Voilà, je suis assez proche de décider sur l'Europe et j'aimerais savoir si demain vous êtes élu, vous récupérez la souveraineté nationale, quelles sont vos premières directives, qu'est-ce que ça nous permet de faire en plus que quand on se trouve dans l'Europe? Alors déjà, je vous remercie de le premier point, mais je voudrais signaler que là, nous ne sommes plus devant les élections présidentielles. Nous avons affaire aux élections européennes. Donc si demain... Alors, je réponds déjà sur les élections européennes. Vous savez que le Parlement européen n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est une espèce de Parlement croupion. C'est un Parlement dont le pouvoir s'est un peu renforcé au cours du temps avec un processus dit de codécision. Disons, le principal pouvoir du Parlement européen, c'est de donner son accord ou pas son accord à la nomination des commissaires européens et du président de la Commission. Et pour le reste, il a, dans le meilleur des cas, un pouvoir de codécision sur certains sujets. Mais s'il y a une contradiction entre la Commission européenne et le Parlement européen, c'est soit la Commission européenne qui a le fin mot, soit le sommet des chefs d'État et du gouvernement. Mais l'essentiel des pouvoirs du Parlement européen sont des pouvoirs simplement consultatifs. Le Parlement européen, par exemple, ne vote pas les recettes du budget de l'Union européenne, ce sont les États. Donc, de toute façon, au Parlement européen, c'est pas un vrai Parlement. Il y a Giscard, d'ailleurs, vous savez, il y a un mois et demi, qui a dit que ça servait à rien. On se demande dans ces conditions pourquoi il a fait l'élection au suffrage universel, un truc qui ne servait à rien, c'était en 1979. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que ça sert à rien. D'abord, ça sert à enrichir les gens qui y sont. Je rappelle d'ailleurs au passage que ça fait 40 ans que les Républicains, naguère l'UMP, jadis le RPR, sont au Parlement européen, de même que les socialistes, le Parti socialiste, de même que le Parti communiste, de même que le MoDem, l'UDF, etc., cette filière. Je rappelle que ça fait 35 ans qu'il y a des parlementaires du Front National au Parlement européen, et des parlementaires, et M. Mélenchon y a été pendant 14 ans. Donc je dis tout ça pour dire qu'au Parlement européen, les élections au Parlement européen n'ont pas un impact sur la politique qui est considérable. Mais ça a un impact symbolique et stratégique important. C'est justement parce qu'il avait été élu au Parlement européen avec d'autres députés que Nigel Farage a rendu populaire son parti politique qui est l'idée du Brexit. Et c'est parce qu'il y a fait sans cesse des diatribes au Parlement européen en dénonçant cette dictature qui ne dit pas son nom, sans compter tout ce qu'il y aurait à dénoncer sur ce qui se passe au sein de l'Union européenne, et bien que progressivement ça s'est développé au sein de la population britannique, mettant en péril la majorité obtenue par le Parti conservateur, c'est ce qui a fait que David Cameron a été contraint de faire le référendum sur le Brexit. Donc ça, je voulais que les choses soient très claires. Quel que soit le résultat des élections européennes, ça ne va pas changer les choses décisives. En revanche, ce qui changerait beaucoup les choses, c'est s'il y avait quelques députés de l'UPR au Parlement européen. Parce que là, pour le coup, ça déménagerait. C'est la terreur, d'ailleurs, de Macron et de sa clique, et de sa junte, j'allais dire. Puisque maintenant, on en est quasiment là, puisqu'il fait maintenant intervenir l'armée contre les manifestants. C'est quand même la terreur de Macron que d'avoir, justement... Si c'est un des députés Front National, c'est du gâteau, ça fait 35 ans. Hein. Si c'est des députés France Insoumise, c'est du gâteau aussi, ça fait 15 ans. Donc tout ça, c'est business as usual. De toute façon, ce sont des forces qui n'ont jamais proposé de sortir de l'Union européenne et qui n'ont jamais dénoncé ce que c'est que l'Union européenne. Alors qu'évidemment, des parlementaires de l'UPR, ça serait très très difficile. Excusez-moi, M. Asselineau, c'est possible de passer à la question suivante? Je vais quand même répondre parce que s'agissant, je n'ai pas répondu à sa question, c'est-à-dire s'il s'agit de l'élection décisive, de l'élection au suffrage universel du président de la République, suivie des législatives, moi, le mieux que je puisse faire, c'est de vous renvoyer à la conférence que j'ai faite qui s'appelle Le jour d'après, et je voudrais quand même préciser ici, auprès d'un certain nombre de gens, c'est qu'il ne s'agit pas de sortir de l'Union européenne par nostalgie, ringardise, racisme, xénophobie, gna. Il s'agit de rendre d'abord aux Français leur démocratie. Il s'agit par exemple de permettre aux Français, s'ils le souhaitent, de rétablir l'ISF. Parce que si Macron a supprimé l'ISF, c'est parce qu'il y a ce rapport des grandes orientations des politiques économiques qui est publié chaque année par la Commission européenne pour chaque pays en vertu de l'article 121. Je me suis rendu un petit peu célèbre au moment de la présidentielle parce que j'étais le mec qui citait les articles des traités.
Il y a des gens qui vont tourner en dérision sur le thème. Regardez-moi ça ici, il connaît les traités. C'est comme si vous alliez chez un médecin et que le médecin vous dit je vois très bien ce que vous avez, je vais vous donner ça, ça et ça, et que vous partiez en courant en disant il connaît trop bien son boulot, je vais vite aller voir un charlatan. Quelqu'un qui va me dire vous pensez printemps les amis. On en revient de toute façon au problème. C'est que il n'est pas normal que les partis dits d'opposition n'expliquent pas aux Français ce que j'explique depuis 12 ans, c'est que les traités nous fixent une politique précise dans un très grand nombre de domaines. Et quand ce n'est pas les traités eux-mêmes, c'est les pouvoirs donnés par les traités à la Commission, l'article 121. Le rapport des grandes orientations des politiques économiques de 2015 a imposé au gouvernement français de supprimer l'ISF, de s'attaquer au CDI, de s'attaquer au droit du travail, de s'attaquer aux retraites, de privatiser les services publics. Nominativement, ils ont dit mettre en concurrence EDF et GDF. Ils l'ont dit. De fusionner les communes. Les réformes actuellement de l'administration en France, c'est imposé aussi par la Commission. Ça n'a pourtant, a priori, pas grand-chose à voir avec les questions de convergence, puisque c'est l'article 121, normalement, est censé harmoniser les politiques économiques des pays membres de la zone euro. Donc il s'agit en fait, derrière ça, d'imposer des politiques qui sont totalement antidémocratiques, qui sont fixées par une camarilla, d'ailleurs de gens qui sont, dans 27 sur 28 ne sont pas français, et personne n'est élu. Et c'est ce truc qui fixe la politique. Il est quand même extraordinaire que ni Mme Le Pen, vous voyez vrai qu'elle est d'une incompétence phénoménale, mais ni M. Dupont-Aignan, qui est à peine plus compétent, ni M. Mélenchon, qui lui est plus compétent mais plus vicieux, n'explique jamais aux Français l'existence même de cet article 121 et de ce rapport sur les grandes orientations des politiques économiques. Donc nous, si on veut sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'est pour redonner aux Français leur pouvoir, que nous ne soyons plus assujettis à des décisions qui viennent d'ailleurs. On est sous occupation, en fait. Voilà. Donc tout le reste en découle. Alors, autre question. Bonjour, monsieur Asselineau. Bonjour. Vous avez évoqué le traité d'Aix-la-Chapelle, et au sujet d'un usage réciproque de l'armement des deux pays, vous avez émis quelques craintes en citant la perte d'exclusivité de l'usage de notre dissuasion nucléaire. Or, il semblerait que l'article du traité en question se contente de reprendre les mots liant déjà France et Allemagne en tant que membres respectifs de l'organisation du traité Atlantique Nord. Pourtant, depuis les essais de Gerboise-Bleu en 1960 et malgré notre appartenance à l'OTAN, nous n'avons jamais eu, me semble-t-il, à partager notre capacité de frappe nucléaire. Mais en féru d'histoire, peut-être parviendrez-vous à nous prouver le contraire. Alors, depuis Gerboise-Bleu, c'est passé un petit peu de temps. C'est que nous ne sommes plus dirigés, vous l'avez peut-être remarqué, par Charles de Gaulle. Nous sommes dirigés par quelqu'un qui, en fait, sert des intérêts qui ne sont pas ceux de la France. Le traité de 1963, le traité franco-allemand, c'était le traité de l'Élysée. Le traité de 2019 se situe à Aix-la-Chapelle. Dans le traité de 1963, Charles de Gaulle avait voulu essayer de mettre l'Allemagne sous influence française. Là, je vous renvoie à ma conférence qui gouverne la France. De Gaulle avait essayé de découpler l'Allemagne des États-Unis d'Amérique. Il fait donc signer à Konrad Adenauer un traité où il n'est question ni de l'OTAN, ni des États-Unis d'Amérique, ni de l'Angleterre, ni du GATT, ni de la nécessité prétendue de faire entrer le Royaume-Uni dans le marché commun, ni de la nécessité d'avoir une défense atlantiste. Et vous savez que, puisque vous avez assez féru en histoire vous aussi, qu'en juin 1963, les parlementaires au Bundestag ont rajouté un protocole interprétatif où ils ont ajouté tout ce que de Gaulle n'avait pas voulu. Là, dans ce traité d'Aix-la-Chapelle, M. Macron va quand même très loin, puisque il a... Enfin, de deux choses. Il y a un petit problème de fond, et je vais rentrer dans le détail après. Il y a un petit problème de fond, c'est qu'on a M. Macron qui signe des traités, deux en l'espèce, le pacte de Marrakech, d'une part, et le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, d'autre part. Et quand quelqu'un voit malice dans les articles de ces traités, on a aussitôt les pleureuses macronistes qui nous expliquent mais il n'y a rien dedans. Alors, s'il n'y a rien dedans, pourquoi est-ce qu'on signe ces traités? C'est se foutre de la gueule des Allemands. S'il n'y a rien dedans, on se fout de la gueule des Allemands. Maintenant, s'il y a quelque chose dedans, on se fout de la gueule des Français. Voilà. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée que le président de la République française et le chancelier d'Allemagne signent des choses dans lesquelles il n'y a rien. Pareil pour le pacte de Marrakech. D'ailleurs, je signale que le pacte de Marrakech,
je l'ai expliqué, il y a quand même un certain nombre de pays du monde, une quinzaine, dont les États-Unis, le Chili, l'Australie, Israël, la Pologne, qui ont refusé de le signer pour des raisons très précises. Donc il ne faut pas exagérer quand on nous dit qu'il n'y a rien dans le pacte de Marrakech ou il n'y a rien dans le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle. Dans le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, il y a l'idée, j'insiste, on n'avait jamais vu ça dans un traité, et on n'a jamais vu ça nulle part, qu'un pays qui s'appelle la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, dit que la diplomatie franco-allemande a pour objectif prioritaire de donner un siège permanent au Conseil de sécurité à l'Allemagne. Vous avez eu d'ailleurs, il n'a pas fallu attendre plus d'un mois pour que Mme Merkel et sa future et sa successeur, la future chancelière AKK, c'est son surnom, elle s'appelle Annegret Kramp-Karrenbauer, pour ceux qui ne le sauraient pas, elle a une air revêche d'ailleurs, vous pourrez l'appeler Mme Kramp ou Mme AKK. Ça fait penser d'ailleurs à un Kalachnikov. Madame Akaka, elle a répondu à Macron. C'est même pas Madame Merkel qui a répondu à la tribune de Macron. Elle a répondu à Macron, premièrement, la mutualisation des dettes de la zone euro, vous pourrez vous la mettre où je pense, elle ne l'a pas dit comme ça, mais elle a dit nein. Or, c'est justement le point fondamental. Ça revient à dire que si on veut faire un État fédéré, un État continent, il faut que les Allemands payent pour les autres. C'est ça que ça veut dire, que les Allemands acceptent de prendre à leur charge les dettes ad vitam aeternam des Grecs, des Espagnols, des Suisses, des Italiens, des Portugais et des Français. Or, les Allemands ne veulent pas. Et ça ne concerne pas la France, ça concerne l'Allemagne dans ses relations avec la Suisse, je ne sais pas pourquoi je dis la Suisse, avec l'Italie, avec la Grèce. Madame Akaka a dit non. Pas de mutualisation. Elle a dit non au bouclier social. Parce que M. Macron avait proposé un bouclier social, qui d'ailleurs était quelque chose de terrifiant, si vous y réfléchissez bien, puisque M. Macron a proposé dans sa tribune, vous savez, qui a été diffusée, paraît-il, dans 27 pays d'Europe. D'ailleurs, qui l'a lu, sa tribune? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est à Sciences Po. Parce que j'ai déjà posé cette question dans des réunions avec un public général. Je suis le seul à... Alors vous imaginez en Bulgarie, ils emballent les œufs avec le lendemain matin. Tout le monde s'en fout. Mais enfin bref, faisons comme si c'était important. Monsieur Macron a proposé dans sa tribune un bouclier social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire proposer qu'il y ait un salaire minimum européen. Sauf que le salaire minimum européen, je sais que Madame Le Pen ne sait pas ce que c'est, mais le salaire minimum européen, c'est à peu près 1 200 € net par mois en France. Ça doit être quelque chose comme 1 400 € net par mois au Luxembourg, mais c'est 200 € net par mois en Bulgarie. Donc, un bouclier social, comme dit M. Macron, un salaire net minimum européen, eh ben, ça serait, dans l'esprit de Macron, quelque chose qui serait à peu près entre 1200 et 200, c'est-à-dire 500. Alors, vous imaginez? Ça veut dire qu'en Bulgarie, les chaînes d'entreprise sont obligées de multiplier par 2,5 le salaire de leurs gens, de leurs ouvriers, de leurs salariés. Vous imaginez? Donc c'est non. Et en France, on nous expliquerait bientôt, écoutez, ne venez pas vous plaindre si vous êtes à 1200, le salaire minimum européen c'est 500. D'ailleurs, du fait de la directive des travailleurs détachés, on va peut-être appliquer la directive des travailleurs détachés sur ce bouclier social. C'est-à-dire que, vous savez ce que c'est la directive des travailleurs détachés? On fait venir des gens de tous les pays d'Europe, on leur donne le salaire minimum en France, ainsi que les conditions de travail, mais les cotisations sociales du pays d'origine. Macron lui-même a tiré la sonnette d'alarme. Macron, puisqu'on en était fin 2017 à 516 000 travailleurs détachés venus en France. Mais maintenant, si on leur dit, on applique le salaire minimum du bouclier social européen, ça veut dire on vous donne 500 €, on aura toujours des Bulgares qui viendront, mais alors les Français, il n'y en aura plus du tout. Donc c'est un truc... Enfin, en attendant, Mme Akaka a dit « nein ». Donc elle a dit « nein » au bouclier social, elle a dit « nein » à la mutualisation des dettes. Ça, c'est le point fondamental. C'est absolument fondamental. Et ça, les Allemands n'accepteront jamais. Et elle a dit « il y a » un truc, c'était le siège permanent. Elle a dit qu'il fallait qu'en fait, il y ait un siège permanent pour l'Union européenne, et donc elle a dit carrément qu'il fallait que la France abandonne son siège. Tout ça en l'espace de 2 mois. C'est-à-dire, vous mettez ça, tout y passe.
C'est-à-dire que M. Macron a déjà acté le principe, c'est terrible ce qui se passe. Parce que moi je connais quand même bien les choses. Il y a dans l'esprit de la communauté internationale, mais la vraie, pas les pays de l'OTAN qui se baptisent communauté internationale, je parle de la vraie, des 193 pays du monde, il y a énormément de pays du monde qui trouvent que la composition du Conseil de sécurité issue de 1945 n'est pas compatible, n'est pas conforme à la réalité du monde. Et donc ils voudraient qu'il y ait l'Inde, 1,3 milliard d'habitants, qui fasse partie du Conseil de sécurité avec droit de veto. Il y en a qui voudraient qu'il y ait un pays latino-américain, donc le Brésil. Le Brésil avance le nez, mais aussitôt le Mexique pointe le museau, parce qu'il y a un pays lusophone et l'autre hispanophone. Vous avez le Nigeria pour les pays d'Afrique noire avec 140 millions d'habitants. Vous avez l'Indonésie qui voudrait. Le Pakistan qui dit si l'Inde est en permanent, nous on veut y être. L'Égypte qui dit qu'il faut un pays du monde arabe. Donc le système pour l'instant est assez auto-bloquant. Mais il y a quand même eu des réformes de la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies avec des amendements. Ce que vient de faire Macron, c'est qu'il a laissé pointer l'idée que la France pourrait se débarrasser de son siège permanent pour le confier à l'Union européenne, c'est-à-dire à l'Allemagne, puisque l'Allemagne est un pays de plus en plus puissant et qui est l'alter ego des États-Unis. C'est-à-dire que Macron se livre à de la haute trahison. On a deux joyaux en matière internationale que nous a légués De Gaulle, c'est le siège permanent et c'est l'armement nucléaire. Alors l'armement nucléaire, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il n'est pas mentionné, nous allons donner l'armement nucléaire à l'Allemagne. C'était un petit peu beaucoup. Mais il n'a pas évoqué dans ce traité le principe fondamental de l'article 3 du traité de Moscou de 1990, qui a réglé la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui interdit définitivement à l'Allemagne de disposer de l'arme nucléaire. Mais ce que l'on dit en Allemagne, parce que nous avons des adhérents qui sont en Allemagne et qui s'intéressent à ce qu'on dit en Allemagne sur la construction européenne. En Allemagne, ils ont mis leur stratégie, c'est un siège permanent au Conseil de sécurité pour l'Union européenne. Et les Euronews, c'est que l'Union européenne ayant un siège permanent, il faudra qu'elle ait également un armement nucléaire. Or, l'armement nucléaire, ça sera le nôtre. D'ailleurs, pensez au passage que la perfide Albion est en train de se retirer de cette affaire. Elle a conservé son siège permanent, elle. C'est pour ça qu'il y a urgence en la matière, ou alors on abandonne l'idée que la France est une grande puissance et on abandonne cette idée. On va prendre une autre question. Oui. Bonjour Monsieur Asselineau, merci de votre intervention. Vous avez beaucoup parlé du jeu des sondages, du jeu des médias dans l'influence de l'opinion publique, notamment lors des élections. Un très bon exemple. Il y a un universitaire belge qui s'appelle Francis Dupuy-Derry qui, dans une intervention sur la chaîne Thinkerview, avait dit, je le cite, que la démocratie c'était du marketing pour les pauvres, du marketing politique pour les pauvres. Et donc du coup, est-ce que vous avez... Et donc il dénonçait notamment le rôle des, entre guillemets, petits candidats. Alors, comme vous, je sais que vous n'aimez pas trop ce terme, mais en tout cas dans la vision générale. Et donc il dénonçait le rôle des petits candidats, il disait qu'il servait de caution démocratique à un système qui l'était de moins en moins. Et donc du coup, en vous pliant, en étant à chaque fois candidat et en vous pliant aux règles du système, tout en sachant que vos chances de victoire ou d'élection sont extrêmement faibles, est-ce que vous n'avez pas l'impression de servir de caution démocratique à ce système et est-ce que, du coup, en conséquence, vous ne voyez pas d'autres moyens de lutter, par exemple? Alors, d'abord, je nie formellement être un petit candidat. Non, mais c'est ça. Je suis désolé. S'il y avait quelqu'un qui était un petit candidat, c'était pas moi. C'est une manipulation de me qualifier de petit candidat, de même que c'est une manipulation que de me retirer des débats. Moi, je table, alors j'ai peut-être tort, ça c'est vrai. Moi, j'ai tablé, parce que je suis ainsi fait, d'abord j'ai horreur de manipuler les gens, j'ai horreur qu'on me manipule, et j'ai tablé sur l'intelligence de mes compatriotes. Certains me disent, vous avez bien tort. Je ne suis pas d'accord, parce que c'est la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. J'ai quand même créé un parti politique sans aucun argent. Nous avons 0 € de dette. Nous ne dépendons d'absolument personne, sauf de nos adhérents et de nos donateurs et du respect de la charte fondatrice de notre mouvement. Je ne sais pas quoi vous répondre, parce que l'alternative à ce que vous me dites, ça veut dire qu'il faudrait que je ne me présente pas.
Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on laisse le champ totalement libre à des gens comme Macron et puis, je sais pas, Hamon, etc. Mais il y a un romantisme dont il faut se défaire, c'est le romantisme, je pense, du grand soir. Quand je vois la difficulté avec laquelle les Français acceptent d'adhérer à un parti politique, par moment on a l'impression qu'on leur demande d'entrer au Carmel et de prononcer des vœux éternels. Vous imaginez, les gens, il y a des gens qui régulièrement me disent de toute façon vous n'arriverez à rien, la démocratie c'est fini, c'est pourri, vous exagérez, ce qu'il faut c'est prendre les armes et descendre et tirer ton tas. Moi je réponds toujours à ces gens-là, mais je vous en prie, ne m'attendez pas, commencez donc, je viendrai avec vous. Parce que le problème c'est que le yaka faucon, si vous voulez, je commence à avoir par-dessus la tête. Le problème qu'il y a en France, pas seulement en France, mais c'est particulièrement en France, c'est qu'il y a énormément de Français qui se sont réfugiés dans leur sphère privée, qui ne pensent qu'à leurs vacances, à leur salaire, à leur famille, etc., à leurs histoires d'amour, etc., et qui, par ailleurs, ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, parce que c'est vrai que l'appauvrissement ne cesse de s'amplifier, et donc il y a énormément de gens qui se défient complètement de la politique. Le nombre de femmes, il y a parmi vous peut-être certains de nos militants, quand on va sur le terrain, le nombre de gens qui disent « Oh, ça va, les politiciens, vous êtes tous les mêmes ». On dit « Mais non, nous on est différents. Oh, allez. Quoi, sinon, c'est un énarque, c'est terminé. Allez, dégagez ». C'est ça la vérité, c'est très très difficile de mobiliser les gens. Donc ça n'est pas une mince victoire que d'avoir créé à partir de rien un parti de 35 000 adhérents. J'ai par ailleurs la faiblesse de penser que les révolutions, parce que c'est une révolution que nous proposons, pas une révolution violente, mais une révolution par les urnes, c'est quand même un changement. La sortie de l'Union, j'ai parfaitement conscience que la sortie de l'Union européenne pour la France, lorsque la France sortira de l'Union européenne et de l'euro, c'est un changement énorme. C'est bien plus que la sortie lorsqu'il a été question que la Grèce sorte de l'euro, en 2013, lorsque les Allemands ont voulu que la Grèce sorte de l'euro, en piétinant les articles des traités, puisqu'il n'y a pas dans les traités un article permettant la sortie de l'euro. Je rappelle que c'est Timothy Geithner, secrétaire au Trésor américain, qui est venu à Wrocław en disant non, il faut que la Grèce reste, parce que c'est quand même les Américains qui sont derrière. Et donc l'Allemagne a dû obliger d'accepter le maintien de la Grèce dans l'euro. Si la Grèce était sortie de l'euro ou même de l'Union européenne, ça ne changerait pas la face du monde. Parce que la Grèce, c'est important en termes symboliques. Le monde gréco-latin, c'est le fondateur de la démocratie. La Grèce, c'est également important du point de vue stratégique otanien. C'est le flanc sud de l'OTAN, la frontière avec la Turquie. Mais en termes économiques, en termes de population, etc., c'est pas grand-chose. C'est 1% du PIB de l'UE. Et c'est marginal géographiquement. Donc la sortie de la Grèce de l'UE ou de l'euro n'atteindrait pas à mort la construction européenne. C'est d'une certaine façon pareil pour le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'est pas dans l'euro. Donc la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne n'affecte pas l'euro. Et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, psychologiquement, est un coup très dur pour les Européens, parce que si le Royaume-Uni, dans les mois qui suivent la sortie, s'effondre dans la GN, est absorbé par le centre de la Terre, renversé, submergé par les eaux, là, effectivement, l'UPR a des soucis à se faire dans son développement. Mais si c'était l'inverse, c'est-à-dire si dans 1 an ou 2 ans, le Royaume-Uni se porte beaucoup mieux que tous les autres pays, le discours des Européens va devenir intenable. C'est ça qui leur fait très peur. Mais le Royaume-Uni sortant de l'Union européenne reste. Tandis que si c'est la France, pays fondateur, où on a mis en avant d'ailleurs Jean Monnet, Robert Schuman, etc., pays qui, après le départ du Royaume-Uni, va payer plus de 20% du budget communautaire. Donc si la France disparaît, les 20%, ils n'arrivent plus à payer les salaires des fonctionnaires de la Commission. Si le Royaume-Uni, si la France sort de l'Union européenne, en plus de ça, c'est la France, excusez-moi de le souligner, n'oubliez jamais le poids de la France. On a un discours de lamentation et d'autodénigrement en France depuis maintenant au moins 3 décennies, où on veut faire croire aux Français que leur pays, ce serait de la gnognotte. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est que si la France décide de sortir de l'Union européenne, vous aurez dans les semaines qui suivront l'imitation qui sera faite par
peut-être les Néerlandais, à coup sûr les Hongrois, les Polonais, les Italiens, les Grecs, les Autrichiens peut-être. C'est-à-dire qu'il y aura un effet de souffle. L'ensemble de la construction s'effondrera comme un château de cartes. Hein. Pareil si on sort de l'euro. Si on sort de l'euro, les gens disent on va avoir. Les gens disent on va avoir des rétorsions. Mais des rétorsions de qui? Des rétorsions de qui quand vous voyez le tas de déliquescence de l'ensemble du processus? Il y a un dernier point, c'est les gens qui disent vous vous rendez compte, après on va vers la guerre et tous les. Pourquoi comparer la situation d'aujourd'hui à la situation des années 30? Nous avons maintenant en Europe occidentale, en Europe, c'est pas la loi de la jungle. Vous avez l'Organisation des Nations Unies, ça n'existait pas, la SDN avait capoté. Là, il y a l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité, la Cour internationale de justice. Au sein même de l'Europe, vous avez le Conseil de l'Europe, qui est une espèce d'ONU régionale. Nous ne sortirons pas. Vous avez par ailleurs des quantités d'organisations, le FMI, la Banque mondiale, l'OMS, etc., l'OMC, il y a une espèce d'intrication de relations internationales. Au moment de la présidentielle, j'avais un peu estomaqué les gens. Je me rappelle, c'était à Europe 1. Après, ils avaient voulu faire du démontage et puis ils étaient revenus piteusement le lendemain en disant « Mais M. Asselineau a raison ». J'avais calculé qu'il y avait 6866 traités bilatéraux ou multilatéraux reliant la France au reste du monde. Et ce que nous proposons, nous, c'est d'en dénoncer 3, de sortir de 3. Le traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui découle du traité de Lisbonne, et le traité de l'OTAN, le traité de l'Atlantique Nord. 3 sur 6686. Il nous en restera, excusez du peu, 6683. Alors c'est vrai que ce sont parmi les plus importants, mais ce n'est pas les plus importants. Le plus important, c'est sans doute les traités qui nous lient à l'Organisation des Nations Unies et à toutes les agences onusiennes. Hein. Et puis tout ce qui nous... par exemple, avec l'Allemagne, nous avons 343 traités bilatéraux qui concernent la délimitation des frontières, les échanges d'étudiants, les accords diplomatiques, les échanges d'ambassadeurs, les accords consulaires, les traités de non-double imposition, les accords de coopération industrielle, les échanges universitaires, les prêts d'œuvres d'art, etc., les questions en matière de droits des personnes, etc. Nous avons 343 traités. C'est quand même beaucoup. Hein, donc les gens qui pensent, parce qu'on veut vous faire croire ça, que si on sort de l'Union européenne, on devient la Corée du Nord, c'est dingue. C'est absolument... Est-ce que la Suisse est la Corée du Nord? C'est le pays du monde qui a le plus de conférences internationales qui se tiennent sur son sol. Est-ce que le fait de sortir de l'Union européenne va faire en sorte qu'on va fermer notre ambassade à Brasilia ou bien au Cap ou à Johannesburg? Non. En revanche, c'est si nous restons dans l'Union européenne que progressivement, nous allons être ravalés au rang d'une province, peut-être d'ailleurs éclatée en États fédérés du style Elsace, Bresse, Pays Vascos, Occitanie, et que nous disparaîtrons de la surface du monde. Hein. Donc c'est exactement de l'inversion accusatoire que l'on nous fait. Oui. Oui. Bonjour Monsieur Asselineau et merci pour votre intervention. Alors vu qu'on n'est pas en pleine campagne présidentielle, je ne vais pas vous demander combien coûte un porte-avions, ne vous inquiétez pas. Je précise d'ailleurs au passage que j'avais bien répondu à cette question, contrairement à la réputation que certains ont fait. D'accord. Alors, pour ma part, je suis actuellement étudiant en première année à Sciences Po Bordeaux. Et à Sciences Po Bordeaux, on part étudier à l'étranger lors de notre deuxième année d'études, notamment par l'intermédiaire du programme Erasmus. Ma question est la suivante. Avez-vous étudié les conséquences d'une sortie de l'Union européenne pour nous les étudiants? Si oui, lesquelles et comment souhaitez-vous les traiter? Alors, merci pour cette question qui est assez régulièrement posée. Quand l'autre fois j'étais à Montpellier, j'ai fait remarquer qu'il y a une faculté de médecine à Montpellier qui existe depuis 1238, sauf erreur de ma part, et qui avait déjà des étudiants de toute l'Europe qui y étaient. Donc il faut arrêter, mais vraiment arrêter de reprendre cette propagande européiste comme quoi, avant c'était le désert du Kalahari, et d'un seul coup on a le programme Erasmus. Je signale que par exemple il y a des étudiants suisses dans le programme Erasmus. Je signale aussi, et moi j'ai été étudiant, et c'est pas à moi qu'il faut faire le reproche de ne pas vouloir aller à l'étranger, puisque je suis allé moi-même dans à peu près 95 pays du monde, et j'ai vécu au Japon. Je suis allé dans de très nombreux pays, soit en tant que touriste, soit en tant que pour des motifs professionnels, en particulier quand j'étais en cabinet ministère. Je suis extrêmement favorable, plus que favorable même,
comment dirais-je, aux échanges internationaux d'étudiants. Dans mon programme présidentiel, j'avais prévu que les élèves qui seraient notamment dans les classes du primaire puissent développer des échanges à l'intérieur de la République française avec l'outre-mer, que l'on développe, alors évidemment tout le monde ne serait pas concerné, et que des enfants qui ont 12 ans, 13 ans, qui sont, je ne sais pas, en 5e, 4e ou 3e, puissent aller passer par exemple 2 ou 3 mois à Bora Bora, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, et réciproquement développer des échanges déjà pour que les Français comprennent la diversité de la République française. J'avais prévu ensuite que les étudiants qui seraient au-delà de la salle, je crois que c'était de la salle en 3e ou en seconde ou en première, puissent avoir des échanges avec des pays de la francophonie. En particulier, que l'on puisse avoir des échanges pendant 2 mois, par exemple, entre des classes de terminale ou de première, avec des pays comme le Bénin, le Congo, l'Algérie, la Tunisie, Haïti, etc. Et j'avais prévu qu'ensuite, dans le 3e en cycle universitaire, il y ait des échanges qui soient avec des pays du monde entier. D'ailleurs, moi, ce que je vois, je connais quand même bien le monde des étudiants. J'ai un neveu qui vit en Australie, j'en ai un autre qui a vécu en Lituanie, puis j'ai moi-même des enfants. Les étudiants d'aujourd'hui, ils ont raison, ils sont comme je l'étais d'ailleurs quand j'étais à HEC. Moi, quand j'ai été né à HEC, j'ai eu très envie, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, d'aller faire une partie de c'est pas tout à fait ma scolarité, mais c'était après la scolarité, d'aller au Japon. Donc les jeunes Français, ils ont envie d'être, peut-être d'aller en Espagne, à Barcelone, c'est possible, mais ils ont surtout envie d'aller aux États-Unis, en Australie, en Chine, au Japon, etc. Et c'est très bien qu'il en soit ainsi, parce que le monde est vaste, et il ne faut pas se limiter au périmètre de l'Union européenne. Donc s'il y a bien quelqu'un qui est tout à fait d'accord avec ce que vous dites, c'est moi. Mais de la même façon, d'ailleurs, je tiens toujours le même discours. Il faut considérer que nous sommes au 3e millénaire et qu'au 3e millénaire, la réponse de la construction européenne est une fausse réponse. C'est une réponse qui remonte au 19e siècle. Au 3e millénaire, nous n'avons pas à faire le départ entre certains pays privilégiés, que j'appellerais les pays serviettes, qui seraient le périmètre de l'Union européenne, et le reste du monde, qui seraient les pays torchons. Moi, je ne cesse que d'inciter tout le monde, y compris mes propres enfants, à aller en Chine, à aller au Japon comme je l'ai fait, notamment dans des zones civilisationnelles extrêmement différentes, et non pas d'aller particulièrement au Luxembourg ou en Belgique. Voilà. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, ne croyez surtout pas, parce que ça fait partie, mais c'est une bonne question, parce que ça fait partie de ce qu'on a mis dans la tête des gens. On leur a fait croire que être contre la construction européenne, ce serait être xénophobe et vouloir refermer la France sur elle-même, alors que c'est exactement l'inverse. Et moi, je ne cesse de dire d'ailleurs que la construction européenne n'est pas conforme à la réalité des choses, des faits. Je fais toujours la même. Bon, il y a des gens qui sont partis, mais avant que tout le monde ne soit parti, je voudrais vous poser cette question. Parmi vous ici, attendez. Parmi vous ici, qui est originaire d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Slovaquie, de Hongrie, de Bulgarie, de Roumanie, de Chypre? Vous êtes originaire d'où? Hongrie. Hongrie. Roumanie. Roumaine. 2 personnes. Et parmi les étudiants, vous n'êtes pas étudiant? Non. Mais c'est intéressant. Bon. Maintenant, parmi vous, qui est originaire d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Togo, enfin pas du Togo, du Gabon, du Cameroun, du Liban ou de Syrie? 1, 2, 3, 4. Quelqu'un là ou non? Martinique, excusez-moi. 4. On a un ratio différent de d'habitude, parce que d'habitude le ratio est bien différent de celui-ci. Mais enfin, on a quand même un ratio qui montre que nous avons, parmi les étudiants, un étudiant venu de Hongrie, un étudiant venu des pays d'Afrique, de quelques pays d'Afrique francophone. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que notre devenir est beaucoup plus lié aux pays de la francophonie qu'aux pays de l'Union européenne. Et quand je dis ça, il ne s'agit pas de dire qu'on va se fermer sur les pays de l'Union européenne. Je
Je dis simplement que le principe même de la construction européenne est caduque et ne correspond pas à la réalité des échanges d'étudiants, des échanges de personnes, des flux migratoires. Tout le monde le sait bien. Il doit y avoir en France à peu près 800 à 1000 personnes d'origine finlandaise qui vivent en France, alors que nous avons peut-être 5-6 millions de personnes originaires des seuls 3 pays du Maghreb. Voilà. Donc quand je dis ça, je dis simplement qu'il faut que la France elle soit à l'échelle du monde d'aujourd'hui. L'échelle du monde d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de raison de se limiter au périmètre strict de la construction européenne. Oui ? Bonsoir, M. Asselineau. Je voudrais que vous évoquiez l'abstention qui est prévue aux prochaines élections. D'après mes renseignements, il y aura un niveau de participation de 35%. Donc, quelle crédibilité donner à cette élection et que faire pour combattre cette abstention éventuellement? Quel est votre sentiment, quel est votre ressenti, quelle est éventuellement votre réponse à ce sujet? Alors, je voudrais... D'abord, les élections européennes sont des élections où il y a statistiquement une forte abstention. La première élection européenne a eu lieu en 1900, c'était déjà très important. Depuis lors, ça a fait presque, pas tout à fait, mais presque qu'augmenter. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu à 2 reprises une baisse, notamment la dernière fois en 2014, il n'y a eu que 56% d'abstention, alors qu'il y a eu 59% d'abstention en 2009. Moi, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir autant d'abstention que cela. Je ne sais pas où vous avez vu ce pourcentage de 65% d'abstention. C'est possible. Hein. Mais je voudrais insister sur quelque chose de très important. C'est que les personnes qui croient qu'ils vont, changer les choses en s'abstenant se trompent très très lourdement. Parce qu'on fera ce qui est tous les 5 ans depuis 40 ans. Vous avez à 20, enfin je ne sais pas à quelle heure ça se termine, parfois les européennes se terminaient à 21h ou 22h. Enfin, au moment où les urnes sont fermées, vous avez toujours des lamentations sur le taux d'abstention. Et à chaque fois, vous avez je ne sais quel analyste politique ou bien un responsable de tel ou tel parti qui dit « Oui, mais c'est très grave, il y a une forte abstention, on n'a pas réussi à mobiliser les Français, c'est un coup de semonce, il faudra qu'on fasse mieux la prochaine fois. » Et puis on passe, et 5 ans après, le même discours. S'il y a 65% d'abstention, il y aura des députés européens. Et le problème, c'est que si les gens qui s'abstiennent sont des gens qui voulaient voter pour Macron, on sait très bien qu'ils s'abstiennent. Mais si ce sont des gens qui voulaient voter contre Macron, s'ils s'abstiennent, ils servent Macron. Ils servent Macron. C'est pour ça que j'insiste toutes les personnes qui veulent vraiment envoyer un message cinglant au gouvernement de voter et de bien voter. Évidemment, s'ils votent Macron, bon là, j'y peux plus rien. J'ai plus qu'à aller me coucher. Enfin, je serais pas le seul. C'est affolant d'ailleurs que des personnes veuillent encore voter pour Macron alors qu'il est en train de torpiller tout, y compris nos intérêts nationaux les plus fondamentaux, notre patrimoine, etc. Maintenant, vous avez une deuxième possibilité, c'est de voter pour des partis dits d'opposition. J'ai déjà expliqué tout à l'heure. Madame Le Pen, elle a été 12 ans députée européenne. Elle ne veut pas sortir de l'Union européenne et de l'euro. Ça, c'est de la connivence. Il ne se passera rien. Les gens vont dire « Oh là là, Madame Le Pen, 24 mois, on s'en fout. On s'en fout. » Moi, je sais que j'ai été accueilli à un moment de la présidentielle par des gens qui m'ont dit « Vous parlez comme Madame Le Pen. » J'ai dit « Non, d'abord, c'est pas vrai. Elle ne veut pas sortir de l'Union européenne et de l'euro. » Mais maintenant, je vais leur faire le coup à l'inverse. Moi, si je parle avec Madame Loiseau, M. Bellamy, ou je ne sais pas quoi, qui disent « Vous comprenez, il faut une autre Europe. » Je vais dire « Mais vous parlez comme Madame Le Pen. » Je vais leur faire le truc en retour. Hein, M. Glucksmann, là, qui est à la tête du PS, je ne sais pas quoi, je vais dire « Vous parlez comme Madame Le Pen. » Tout ça, c'est des faux opposants. C'est comme M. Mélenchon. Tout ça, ce sont des gens, vous avez vu d'ailleurs, je l'ai pointé, est-ce que vous avez vu ce scandale absolu que l'autre soir, samedi, dans la nuit de samedi, je crois, à 6h du matin, vous avez eu le vote de la loi qui a été votée de privatisation de la Française des Jeux, ce qui est un truc qui ne fait que rapporter de l'argent à l'État, créé par François Ier sous la forme de la loterie nationale, ça va être en 1519, un truc comme ça. Ensuite, de Engie, et des aéroports, notamment l'aéroport de Paris. Et ça a été voté à l'Assemblée nationale à 6h du matin. Il y avait 47 députés présents. Il y a 27 qui ont voté pour et 15 qui ont voté contre. Moi, j'ai fait remarquer l'autre jour à Sud Radio
que si Madame Le Pen, Monsieur Gilbert Collard, tous les députés, il y a eu un seul député du Front National sur 10 qui était présent. Si les 9 députés du Front National avaient été là, il y a eu 7 députés sur 17 députés France Insoumise. Si les 10 députés manquants de France Insoumise avaient été là, si M. Dupont-Aignan avait été là, M. Jean Lassalle avait été là, si les députés communistes, il y en a eu 3 sur un groupe de 16, les groupes démocratiques, etc., si les 13 manquants avaient été là, la loi eût été rejetée de façon très large. Voilà. Alors j'ai vu quelqu'un qui m'a écrit en disant « Oui, vous exagérez parce qu'on avait vu en commission que ça... » Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez quelle est la vraie réponse? C'est qu'en fait, ils se disent « Bon, on a envie d'aller se coucher, alors vous, on vous laisse majoritaire. » C'est ça, c'est de la connivence. Normalement, s'ils avaient été là, il y aurait eu un coup de tonnerre, c'est qu'ils auraient voté contre la privatisation. Et là, d'un seul coup, le groupe En Marche se serait fait, il y aurait eu des coups de téléphone homériques venant de l'Élysée et de Matignon qui auraient dit au groupe En Marche « Qu'est-ce que vous avez fait comme connerie ?» Vous savez, c'est le président du groupe En Marche à l'Assemblée nationale, il s'appelle Gilles Legendre. Vous savez, c'est ce type qui a été interrogé, c'était sur RT France il y a 1 mois et demi, quand on lui a demandé « Vous ne faites pas un peu votre mea culpa sur la gestion des Gilets jaunes ?» Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit « Oui, on a sans doute été trop intelligents. » Vous vous rappelez? Bon. C'est lui qui était à la tête du groupe En Marche. Donc, en fait, l'opposition, le Parti communiste, les France Insoumise, le Front National, je ne parle même pas des Républicains, je parle de ceux de l'opposition qui prétendent être la position dure, ils avaient un moyen extraordinaire de coincer le gouvernement. Ils ne l'ont pas fait. Voilà. Donc, à la deuxième hypothèse, j'en prends mon propos, si vous votez pour ces partis-là, il ne se passera rien. 4-5 jours après, on est parti pour 5 ans. Hein, Monsieur Le Pen, ça fait 35 ans qu'il a été député européen. Monsieur Mélenchon, ça fait 14 ans. Alors la troisième possibilité, en effet, c'est de s'abstenir ou de voter blanc. Mais ça ne... C'est rien, parce que votre abstention se mélangera avec ceux qui sont allés vous faire un barbecue. Donc votre abstention n'aura aucun sens politique et confortera les forces en présence. Et puis vous avez la dernière possibilité qui consiste à vraiment envoyer une gifle à Macron. C'est-à-dire que le parti politique qui est numéro 1 sur Internet et qui est complètement ostracisé, mais les journalistes eux-mêmes me le disent. Mais eux-mêmes me le disent. Qui me disent eux-mêmes que oui, on sait que l'UPR est ostracisé, et bien là, vous envoyez un bras d'honneur et vous envoyez... Et il n'y a pas... je veux dire, il n'y a pas de mal à se faire du bien, parce que de toute façon, notre pouvoir ne sera qu'un pouvoir tribunicien, si j'ose dire. Il s'agit simplement de pouvoir porter à l'Assemblée, au Parlement européen, d'aller porter nos analyses. Et je peux vous dire que si on y va, ça va déménager. Vous me connaissez quand même. Imaginez au Parlement européen, quand même autre chose que Mme Le Pen, qu'on n'a jamais entendu, M. Mélenchon, qui se trompe de bouton à chaque fois et qui vote pour les farines animales, alors qu'il va aller... Ça sera une autre allure. Et puis surtout, vous imaginez... Est-ce que vous imaginez la tête à TF1, 20 ou 22h, je ne sais pas quand est-ce que ça se termine, de Gilles Boulot, qui apparaît avec un air de croque-mort, l'air livide, en disant, eh bien, il y a une grande surprise lors de ces résultats, parce que le parti que l'on n'attendait pas, un petit parti, l'UPR de François Asselineau, qui prône le Frexit, qui a déjoué les sondages et qui arrive à faire 8% des suffrages et qui va avoir 7 députés au Parlement européen. C'est un vrai tremblement de terre. C'est quand même extrêmement inquiétant, cette montée du populisme. Qu'en pensez-vous, Bernard-Henri Lévy? Mais payez-vous ça, payez-vous ça. Alors, merci pour votre intervention, en tout cas. Alors moi, j'aurais une question, parce que le thème d'aujourd'hui, c'était sur l'Europe. Et vous avez évoqué que l'Union européenne. Et moi, je serais curieux d'avoir votre avis sur, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une institution de l'Europe. Et je serais curieux d'avoir votre avis sur cette Cour qui consacre les droits fondamentaux, tout simplement. Alors, ça c'est une question qui ne m'a jamais été posée, mais vous voulez rajouter dans le même sens? Oui, Monsieur le Président. Non, j'ai pas besoin de micro. Merci, Président, pour tous les espoirs que vous faites manquer ce soir. Mon cher compatriote, je viens de signer, il y a 8 jours, un premier recours devant la Commission européenne des droits de l'homme. Si vous voulez savoir un peu plus, rapprochez-vous du
la question qui a été posée, je ne veux pas partir dans tous les sens. Il y a des gens qui voudraient qu'on aille... Voilà, on me demande... Alors là, c'est des questions qui sont tout à fait légitimes que vous posez. Mais il y a des gens qui me disent, vous ne dénoncez pas les vaccins. Pourtant, si on s'est exprimé, on regrette la précipitation de la politique actuelle, et on note par exemple que ça n'a aucun rapport avec ce qui est fait dans d'autres pays. Il y a des gens qui voudraient me voir dénoncer les chemtrails, alors là on entre dans le domaine. Bon. Vous, ça n'est pas la même chose. Vous parlez effectivement du Conseil de l'Europe ou de la Cour européenne des droits de l'homme. Moi j'ai tendance, si vous voulez, c'est comme il y a les plus 10 ans, c'est aussi, il y a comment il s'appelle, Nikonov, là, qui dit qu'il faudrait sortir de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Nous, on est des gens raisonnables. Nous, on n'est pas là pour dire on va sortir de tout, parce qu'on a des critiques sur la Cour européenne des droits de l'homme. Bien sûr. D'ailleurs, il y a un membre de la Cour européenne des droits de l'homme, M. Zupancic, qui est slovène, qui a rejoint l'UPR. Il a été naturalisé français il y a 4 ans. Il a été 19 ans membre de la Cour européenne des droits de l'homme, et il a même été président de section. Il est donc franco-slovène. Il a adhéré à l'UPR et il était c'était un juge qui était largement minorisé dans un certain nombre de décisions, notamment concernant, par exemple, l'IVG, ce genre de choses, où il a été minorisé. Bon, ce que je sais aussi, c'est que, et puis c'est une institution supranationale, donc toutes les institutions supranationales, évidemment, doivent être regardées avec prudence. Mais nous, il y a des gens aussi, par exemple, qui me reprochent, et qui disent qu'on devrait sortir de l'ONU. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'il faut quand même... D'abord, premièrement, les gens nous prendraient pour des dingues. Deuxièmement, l'ONU, ça n'est pas, contrairement à ce que disent les gens, un gouvernement mondial. Si vous relisez la charte de l'ONU, il s'agit de respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Chaque peuple a le droit de choisir sa voie vers le développement. L'ingérence dans les affaires intérieures des autres États est interdite. En réalité, c'est un dévoiement du droit international qui a mené à la situation actuelle. Nous, on est au contraire pour le maintien de l'ONU, pour renforcer son pouvoir, parce qu'il faut qu'il y ait une espèce de concert des nations au niveau planétaire. Je suis favorable à la Cour internationale de justice, je suis favorable au Conseil de sécurité des Nations Unies qui proclame et qui fait respecter le droit international. Le Conseil de l'Europe, depuis les années 2000, s'est considérablement élargi, notamment en accueillant en son sein la Russie, l'Ukraine. Il y a maintenant tous les pays d'Europe, à la seule exception du Bélarus, qui se trouve au Conseil de l'Europe. Même le Vatican, Andorre, le Liechtenstein, je crois, font partie du Conseil de l'Europe. Il n'y a que le Bélarus. Depuis que la Russie est entrée dans le Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe, il a eu quand même, notamment par l'intermédiaire de l'avocat, je ne sais plus comment il s'appelle, de cet avocat suisse, qui a été le premier à dénoncer les prisons de la CIA en Europe, alors que l'Union européenne a fait silence là-dessus. Le Conseil de l'Europe, parce qu'il y a la présence d'autres pays, et notamment de la Suisse et de la Russie, a dénoncé ce scandale qui a été étouffé des prisons de la CIA en Europe, dont d'ailleurs je crois en Roumanie, sauf erreur de ma part, en tout cas en Bulgarie. Mais, et puis également le scandale du Kosovo, de l'indépendance du Kosovo avec le trafic d'organes par Rasim Tachi, qui est le Premier ministre du Kosovo, qui a été immédiatement reconnu par les États-Unis et ses vassaux, et qui n'est toujours pas reconnu par une grande partie de la communauté mondiale. Mais donc, le Conseil de l'Europe, moi je trouve, fait quand même avancer les choses. Et nous, on est favorable dans la mesure où ça n'est pas... Bon, il y a un truc au Conseil de l'Europe qui ne me plaît pas beaucoup, c'est le coup de la charte des langues régionales et minoritaires. Mais bon, on peut voir ça. La Cour européenne des droits de l'homme, effectivement, elle véhicule une vision des droits de l'homme qui peut être parfois considérée comme contraire à la souveraineté nationale, en particulier sur les questions sociétales dont je venais de parler. Enfin, pour l'instant, moi, dans le programme, nous n'avons pas prévu ça. Ça n'empêche pas quand même un point très important, hein, c'est que nous avons prévu, et depuis longue date, puisque c'était déjà dans le programme que j'avais présenté en 2011, le référendum d'initiative populaire. Et rien n'interdirait, par exemple, qu'il y ait un référendum d'initiative populaire où les Français militeraient, par exemple, pour le retrait de la France de la Cour européenne des droits de l'homme s'ils en avaient confiance. Moi, je trouve quand même que pour l'instant, ça serait prématuré, et je pense qu'il faut mieux y rester. Nous allons prendre une dernière question.
Asselineau. Donc, moi, je suis depuis 2011, avec un regard assez critique quand même sur le parti, même si je suis adhérent depuis pas mal d'années. J'avais une question. Globalement, ce serait pour savoir vers où se dirige l'UPR. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, j'avais cru comprendre, alors peut-être que c'était peut-être une mauvaise compréhension, mais que l'UPR était un parti donc, qui avait vocation de reconquérir en fait notre souveraineté via un large rassemblement des Français venus de tous les horizons, et ce, de manière temporaire. Voilà. Donc déjà, première question, est-ce que c'est toujours d'actualité, cette temporalité, le fait que ce soit un parti qui a vocation à disparaître une fois la souveraineté acquise? Deuxième question qui s'ensuit, hein, tout ça c'est un raisonnement. Deuxième question, oui, avec le recul, en fait, j'ai l'impression que l'UPR s'est développé et comme si, en fait, au début, il y avait un manque de notoriété, en fait, et que le parti, que vous vous êtes dit, peut-être, c'est des suppositions, mais que visiblement, le fait de rester trop braqué sur la question de la souveraineté pure, c'est-à-dire le Frexit, l'Union européenne, l'euro, OTAN et rien d'autre, est-ce qu'à partir de ce... Alors, en réalité, la vraie raison de ce manque de notoriété, c'était simplement le fait que vous avez un manque de visibilité dans les médias via toute la stratégie des sondages qui vous bloque. C'est quoi la question? Donc la deuxième question qui s'ensuit, c'est suite en fait à ce manque de visibilité. Vous avez eu tendance à rentrer dans au-delà d'un combat simplement de reconquête de souveraineté, parce que au début c'était un outil, l'UPR, vers à transmettre en fait une certaine idéologie que je pourrais qualifier, mais d'universaliste, c'est-à-dire qu'en fait qui dépasse un petit peu le cadre de ce que tous les Français pensent. Non pas que je sois anti-républicain, mais je pense que la question de la souveraineté de la France dépasse ce cadre-là, c'est-à-dire que vous avez tendance, avec les années, et c'est un reproche, mais en même temps, c'est juste pour faire évoluer et mieux comprendre vers quoi on se dirige. J'ai l'impression, en fait, que du coup, vous vous écartez un petit peu de l'objectif initial de départ, c'est-à-dire que là, du coup, vous rentrez dans une guerre, vous donnez en fait votre avis sur des questions idéologiques. Mais vous avez des exemples précis? Ah, ben oui, tout simplement, quand vous parlez très souvent de la francophonie, que l'on est. Alors, je comprends que c'est pour faire contrepoids avec les idéologies européistes, comme quoi il n'y aurait que l'Europe. Mais toutefois, l'Europe, c'est pas juste un continent, il y a quand même eu, et vous êtes féru d'histoire, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, c'est quand même un déplacement de civilisation, et on a quand même, rien que par nos gènes, des choses en commun. Alors, on n'a peut-être pas la même langue, c'est vrai, mais même si je ne suis pas un pro pur européiste, loin de là, toutefois, on a quand même des accointances que il y a des fois tendance à occulter, et c'est dommage, parce que je pense que du coup, vous vous écartez d'un auditoire qui vient de la sensibilité de droite. Donc là, je prêche un peu par la paroisse, parce que moi, je fais partie des upéristes qui viennent plutôt de la droite, donc je ne suis pas en milieu conquis. Mais du coup, c'est vrai que vous vous écartez un petit peu du coup de cet électorat-là, qui pourrait être tout à fait en faveur du Frexit d'un premier temps, mais qui du coup, pour des questions de votre idéologie que vous transmettez, parce que vous essayez de répondre aux questions des Français, mais du coup, vous faites un programme législatif, des choses qui du coup peuvent rebuter cet électorat-là. D'accord. Voilà. Alors, la première question, non, nous n'avons pas du tout renoncé à ce qu'UPR, ça a une vocation à être un mouvement qui s'inspire du Conseil national de la résistance. Et moi, je suis suffisamment averti de l'histoire de France et puis plus généralement du bon sens. On ne peut pas avoir durablement un parti politique qui rassemble des gens de tous les horizons. Moi, je n'ai pas vocation à faire un parti unique, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, tout ça a été théorisé en Inde avec Vishnu et Shiva. Vishnu qui est le principe conservateur, et Shiva qui est le principe destructeur. Donc Vishnu c'est la droite, conservation, protection des traditions, etc. Mais c'est aussi l'inconvénient, c'est immobilisme, stagnation. Shiva c'est la gauche, c'est-à-dire destruction, respect, etc. Mais c'est aussi progrès, créativité. Donc ça c'est un peu, dans toutes les civilisations, c'est inhérent à l'être humain,
il y a les deux pulsions. De Gaulle disait la France, elle n'est ni de droite ni de gauche, elle est les deux à la fois. Donc quand on demande à quelqu'un est-ce que vous préférez votre pied droit ou votre pied gauche, les gens en général, bon, ils préfèrent avoir les deux. Notre mouvement politique se veut un mouvement de rassemblement, comme au moment de la résistance, pour rassembler les Français sur l'objectif de reprendre notre liberté commune, notre plus grand dénominateur commun, et puis une fois que ce sera fait, comme en 1945-46, à ce moment-là, le rôle historique de l'UPR aura joué, et il sera sain, effectivement, que l'UPR se dissolve et qu'on retrouve naturellement la droite et la gauche, une fois qu'on aura récupéré notre souveraineté. Donc je n'ai pas changé sur cette vision des choses. Sur le deuxième point, ce qui est vrai, c'est que depuis 12 ans que j'ai créé l'UPR, je me suis, et tout en tenant, je crois qu'il y a quand même, il me semble, ou alors qu'on m'en indique un autre, mais il y a quand même peu de partis politiques, pour j'aurais tendance à dire aucun, qui soit autant fidèle à la charte fondatrice. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui ont dit une charte fondatrice, mais qui soit resté aussi fidèle constamment depuis 12 ans aux mêmes analyses. Ce qui est vrai, c'est que j'ai pu constater, notamment au moment des élections présidentielles, que malheureusement, un certain nombre de mes compatriotes ne comprenaient pas bien les choses et voulaient en savoir davantage. Qu'est-ce que vous allez faire sur l'immigration? Qu'est-ce que vous allez faire de la sécurité sociale? Qu'est-ce que vous pensez du SMIC? Qu'est-ce que vous pensez de ci? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et de ce point de vue-là, il fallait quand même bien, on ne pouvait pas tout le temps dire, mais vous verrez bien, c'est à vous de voter. Donc, c'est pour ça que j'ai présenté un programme qui est totalement d'ailleurs fidèle à la charte de l'UPR, puisque dans la charte de l'UPR, c'est bien précisé tout ceci, mais je suis allé un petit peu plus loin dans le détail, avec 3 grands sujets qui sont des sujets clivants, des sujets importants et clivants, qui sont l'immigration, les questions d'environnement et d'énergie, et les questions d'endettement et de dette publique. Et pour tous ces 3 sujets, j'avais indiqué que nous ferions un grand débat national suivi d'un référendum avec un certain nombre de questions, pas une seule question. Sur certains sujets, on m'a demandé de réagir, et des sujets où malheureusement je ne peux pas ne pas réagir, comme par exemple le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, ou bien sur le pacte de Marrakech. J'ai été enseveli sous le nombre de personnes qui m'ont demandé ce que je pensais du pacte de Marrakech. J'ai donc été, de ce point de vue-là, je suis allé un peu plus loin que ce qu'on disait d'habitude, mais genre, tout en restant dans le cadre. J'ai dit simplement que je considérais que ce pacte de Marrakech était un sujet quand même très grave, qui postulait un certain nombre de choses qui n'allaient pas du tout de soi, et qu'il était inadmissible que le président de la République décide ça en lui-même. J'ai fait une analyse des articles des traités, et j'ai demandé que M. Macron ne signe pas ce traité, et que si nécessaire, ça fasse l'objet d'un débat à la représentation nationale et d'un référendum des Français. Donc je suis resté, tout en entrant dans le détail, je suis resté sur comment dirais-je, il me semble parfaitement dans la ligne de notre charte. S'agissant de la francophonie, j'étais hier justement à un colloque sur la francophonie. Je suis absolument convaincu que le grand débat du 3e millénaire, c'est le débat justement des langues et le débat des civilisations. Et contrairement à ce que vous dites, je ne suis pas convaincu par le fait que nous ayons plus de points communs avec les Lettons qu'avec les Tunisiens. Il faut aller vous balader en Lettonie, aller vous balader en Tunisie, vous verrez. Alors certes, bien sûr, il y a la question de la religion. Je ne méconnais pas la question de la religion. Sauf que le littéralisme, il faut aussi se le farcir. Et vous verrez que les points communs, vous avez... quand je dis francophonie, j'ai dit que il s'agit quand même des réalités. Et il ne s'agit pas de fusionner avec des pays à qui nous avons donné l'indépendance dans les années 60. Je n'ai pas proposé que la France fusionne, refusionne avec l'Algérie, ça s'est très mal terminé. J'ai même proposé d'ailleurs, s'agissant des pays d'Afrique, que ceux qui veulent sortir du franc CFA, la France les aidera si nécessaire à sortir du franc CFA, ce qui d'une certaine façon revient à les émanciper une deuxième fois. Donc je n'ai pas dit qu'il fallait, comment dirais-je, je dis simplement que dans le cadre du 3e millénaire et des regroupements
d'États qui peuvent avoir lieu ici ou là, je pense qu'il valait mieux, quitte à faire à ce qu'on se rapproche des États de la francophonie, plutôt que d'États qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts que nous. Voilà ce que j'ai dit. Je ne pense pas avoir été en cela, contre la charte de l'UPR. Hier, j'ai fait une intervention à la Journée de la francophonie à Toulouse, où j'avais été invité, et c'était une intervention qui était, je pense, sur un sujet assez inédit, qui était l'Union européenne est-elle compatible avec la francophonie? Et j'ai pointé du doigt qu'il y a dans la Constitution française un titre 14 qui s'appelle « De la francophonie », avec un article 87 qui dit « La République participe au développement et à la solidarité des pays ayant le français en partage ». Enfin, en gros, c'est ça. Et l'article 88, alinéa 1, qui lui succède pratiquement juste après, dans le titre 15, qui s'appelle de l'Union européenne, article 88, alinéa 1, la République française participe à l'Union européenne. Et hier, la thématique de mon propos, c'est que nous avons affaire à une schizophrénie d'État, puisque je conteste formellement que l'on puisse à la fois participer à la francophonie et participer à l'Union européenne. C'est exclusif l'un de l'autre. Dans tous les domaines, que ce soit en termes de valeurs, en termes de stratégie, en termes d'utilisation des fonds budgétaires, etc. Et je pense qu'entre les deux, il vaut mieux développer la participation à la francophonie plutôt qu'à l'Union européenne. Je dois juste rendre le micro. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a juste une dernière chose qui rebondit sur ce que vous dites. Est-ce que, par exemple, au même titre que vous avez accueilli M. Schwartz sur notre UPR-TV, est-ce que vous pourriez, par exemple, faire une main tendue également, par exemple, à M. De Villiers, qui peut, sur certains points qui rejoint vos analyses, histoire de pouvoir finaliser, en fait, montrer l'exemple, en fait, qu'un rassemblement, ça se fait vraiment dans les deux sensibilités. Alors d'abord, je remercie. Oui, j'ai bien compris. Alors d'abord, s'agissant, puisque vous parlez de ces questions, j'ai proposé à M. De Villiers de venir, il ne l'a pas accepté, donc c'est lui qui l'a voulu. Alors il paraît qu'il a des problèmes d'agenda, mais je le lui ai proposé. De la même façon que j'ai proposé à Mme Annie Lacroix-Rie, qui est une amie qui va sortir un livre assez sensationnel, je pense, toujours sur la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle La non-épuration. Elle m'a promis de venir, mais ultérieurement. Donc j'essaie, vous savez, on propose à beaucoup de gens de tous les horizons. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas encore passé, même M. De Villiers a fait savoir que son agenda ne lui permettait pas, peut-être qu'il viendra ultérieurement. Moi, je suis favorable au débat. Donc on propose à des gens, ce n'est pas parce que quelqu'un viendra débattre. Et nous, on a ouvert notre chaîne UPR TV aux Gilets jaunes. Vous avez ici au premier rang M. Sema qui, tous les dimanches, accueille les Gilets jaunes, qui disent parfois des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais on dit, nous, on a un studio qui a été autofinancé par nos adhérents et nos sympathisants. On met à disposition des Gilets jaunes. Et moi, d'ailleurs, dimanche, je vais avoir normalement, si tout va bien, j'ai un romancier qui va venir. J'ai également, on va diffuser très prochainement un entretien que j'ai eu avec un de nos nouveaux adhérents qui est un compositeur de musique qui est d'origine grecque, etc., etc. Donc on essaie de développer ça. Je voudrais terminer en rappelant les événements internes à notre mouvement politique. Nous avons eu il y a une dizaine de jours une dame qui s'appelle Mme Sylvia Ivatz, qui est dans l'Aisne, qui était une responsable de France Insoumise à Soissons, qui a été candidate de France Insoumise dans la 4e circonscription législative de l'Aisne, et qui, d'un seul coup, a fait une publication en disant qu'elle avait décidé de quitter France Insoumise et de rallier l'UPR. Donc du coup, je ne la connaissais pas du tout, cette dame. Je lui ai demandé de venir. Elle est venue. Et puis on a fait un entretien qui a été diffusé, que vous avez peut-être vu. Et puis hier ou avant-hier, nous avons eu également un article de journal sur un conseiller municipal qui s'appelle Quentin Bourgeois, qui est conseiller municipal de Saint-Omer sans étiquette, mais qui auparavant était Front National, et qui avait claqué la porte du Front National il y a 1 an et demi, et qui, après 1 an et demi, après avoir beaucoup réfléchi à tout ça, après être venu nous voir, eh bien, nous avons accepté qu'il adhère à l'UPR, parce que c'est un Français comme tout le monde. On a vérifié qu'il n'avait jamais dit des horreurs, voilà, et qui nous a également rejoint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons actuellement, au-delà de ces personnalités, nous avons vraiment aujourd'hui des gens qui viennent de tous les horizons. Des gens qui étaient au Front National, ou qui votaient Front National, des gens qui étaient à la France Insoumise et qui votaient France Insoumise, des gens qui étaient à l'extrême gauche,
des gens qui étaient dans tous les partis, puis surtout énormément de gens qui ne votaient pas et qui n'étaient pas dans des partis. Ben, je peux vous dire, et il me semble, et j'attends qu'on me prouve le contraire, je pense que notre parti politique est en train de réussir ce qu'avait fait le CNR de De Gaulle et de Jean Moulin. Je rappelle que dans le CNR de De Gaulle, il y avait des communistes très importants, en volume, hein, enfin, celui qui a rédigé le programme du CNR, c'est largement un communiste. Il y avait des socialistes, il y avait des chrétiens sociaux, il y avait des gaullistes, il y avait des patrons et des ouvriers, parce que c'est pas un programme communiste, le programme du CNR, hein. Il est question de l'alliance des patrons et des ouvriers, et il y avait aussi des gens de la cagoule, c'est-à-dire de l'extrême droite, et De Gaulle avait demandé spécialement à Jean Moulin qu'il y ait aussi des gens de la cagoule, dans la mesure où ils étaient anti-allemands, dans la mesure où ils ralliaient l'alliance. Voilà. Vous pouvez conclure très vite. Non, je conclue. On est tiré dans 3 minutes. Alors, d'accord, mais je concluais justement. Je pense que nous sommes tout à fait dans la lignée du Conseil national de la résistance. Je pense qu'il n'y a pas d'autres partis politiques en France qui soient en ce moment capables de rassembler des Français qui, a priori, rien ne pourrait rassembler et qui se rassemblent sur ce programme qui est finalement celui du plus grand dénominateur commun que nous avons tous, c'est-à-dire la liberté, la souveraineté et l'indépendance de la France. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez d'autres questions, eh bien, je crois qu'on a peut-être un pot, on prend peut-être un pot là, je ne sais pas où. Mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez assouvir votre curiosité en allant sur notre site upr.fr. Merci à toutes et à tous. Et puis, si vous me le permettez, merci à l'équipe qui organise ça. Et puis, vive la République et vive la France. Et puis, je pense que vous aurez encore un peu de temps pour finir justement votre exposé à votre adhérent dehors. Donc merci à tous d'être venus et en espérant vous revoir.